t'en avais aussi, tu peux y aller aussi. Oui. Ben avant, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, soit vous pouvez ouvrir le micro pour le dire ou l'écrire dans les commentaires. Je vois que Lucie a écrit: aurais-tu des conseils à donner aux parents d'ados qui consomment? Il y en a tellement aujourd'hui. Oui, effectivement, les problèmes de dépendance, c'est un enjeu du 21e siècle, sérieusement. Parce que les gens ont les gens ont de la misère beaucoup à tolérer la souffrance. On veut les choses rapidement, on veut que ça évolue vite, on est moins patient. On peut plonger rapidement avec les écrans, tout ça, dans la cyberdépendance et tout, et tout. Donc oui, c'est très, très présent. Puis les ados, quand ils vont dans cette voie-là, commencent à aller dans cette voie-là, c'est des cas rares quand même qui vont se diriger vers des choses un peu comme mon histoire. C'est une période quand même, l'adolescence, qui est exploratoire. C'est correct si, mettons, ton ado, ça arrive une fois, deux fois qu'il prend un joint de pot, ça ne fera pas de lui un héroïnomane. Mais d'être trop sévère par rapport à ça, c'est que le parent, il va savoir trop tard qu'est-ce qui arrive avec son enfant. Fait qu'il faut toujours garder en tête d'avoir un bon lien de confiance avec, puis c'est surtout pas en épitchant un char de merde, excusez-moi, qu'il va s'ouvrir, puis non, il va se cacher, il va avoir honte, puis il va encore plus vouloir fuir la réalité, t'sais. Fait que c'est de plus l'accueillir comme qui est, puis prendre le temps de l'écouter. L'ado, il n'en a pas besoin de conseils. Puis, je veux dire, même s'il y en a des parents, ils les écoutent pas, il va faire le contraire. Fait que c'est mieux de laisser un espace pour qu'ils puissent parler. Puis, s'il ne veut pas vous parler à vous, mais envoyez-les voir un intervenant quelconque, tu sais, pour qu'il il y en a des intervenants toxicaux, là. Je pense qu'à ce temps, même dans les écoles, il y en a tout le temps un, mais bref, c'est plus ça. C'est que souvent, c'est des problèmes émotionnels. C'est difficile d'identifier ses émotions puis les exprimer. On n'apprend pas ça à l'école, puis on devrait, tu sais. Fait que quand l'ado consomme, souvent, c'est en lien avec ses émotions qu'il y a de la misère à vivre. Fait que, dans le fond, c'est ça qu'il faut voir. Il faut qu'il y ait un espace pour travailler sur ses émotions, puis s'accepter comme qui est. Tu sais, l'adolescence, c'est quand même une période assez... c'est très difficile. Tu sais, puis les gens disent souvent aux ados, « Ah, tu vas voir quand tu vas être adulte, c'est là que c'est plate. » Mais sérieusement, moi, je ne conseille pas de dire ça parce que pour certains, l'adolescence, ça va être la pire période de leur vie. Tu sais. Il y en a même qui vont mettre fin à leur jour tellement que c'est souffrant. Fait que dites pas nécessairement ça. Tu sais, c'est un conseil que je peux donner aussi en passant là. Ben, merci pour la question. Super. On a une autre question. Est-ce que ton trouble obsessionnel compulsif était en partie à l'origine de ton obsession de consommer des drogues, alcool? Non, je pense que je l'avais. Les obsessions, ça fait partie de la grande catégorie de l'anxiété. Il y en a qui vont avoir des phobies. J'avais comme la phobie sociale aussi, l'hypocondrie, les troubles anxieux généralisés, toutes ces étiquettes-là. Mais bref, comme je dis, je ne serais pas ces étiquettes, mais moi, ça m'a aidé à comprendre que les pensées envahissantes que j'avais quand j'étais jeune, que je faisais des calculs mentaux, que j'avais full superstition. Puis après ça, ça s'est comme développé en obsession face à la consommation, mais j'avais aussi toutes sortes d'autres obsessions, des tocs, là, comme qu'on appelle, de verrouiller des choses, le feu va prendre. J'en ai eu toutes sortes. Là, j'avais eu dernièrement, pendant 5 ans, des tocs sur les bruits. J'avais peur d'être envahie par les bruits. Fait que j'étais tout le temps en train de regarder les bruits, de noter c'est quand les bruits. Bref, c'est une affaire de très mentale, là, je pourrais dire. C'est très. Mais aujourd'hui, je l'ai plus, ça. Fait que, oui, c'est à l'enfance, dans le fond, mon trouble anxieux, c'est comme manifesté par des obsessions, mais souvent, les personnes qui ont des obsessions, des tocs, c'est qu'ils ont une colère qui est refoulée. Puis, c'est comme ça qu'ils sont capables un peu de la retenir, tu sais. Fait que c'est ça. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Super. Prochaine question. Est-ce que votre réseau social immédiat a été très important pour guérir de vos maux? Ben oui, c'est la qualité des relations. J'ai tout le temps eu quelques amis, sinon un ami que le lien de confiance était bien, que je sentais qu'il y avait au moins une personne dans mon entourage qui m'acceptait, même si j'étais complètement instable, arrogante, sous l'effet d'alcool et drogue. Ça a été déterminant. C'est un facteur de protection qui est
énorme. L'entourage, c'est, tu sais, souvent les gens, quand ils vont rechuter, c'est parce qu'ils n'ont pas changé d'entourage, puis s'il y en a encore avec les mêmes personnes qui consomment. Mais moi, j'en avais pas. Je consommais tout seul. Fait que ça a fait en sorte que j'ai pas eu à changer d'amis, tu sais, parce que j'en avais pas vraiment, là, tu sais. C'est un peu plate à dire, mais tu sais, c'est ça. J'en avais tout le temps quelques-uns, mais que, tu sais, ils consommaient pas. Puis quand je les voyais, ils m'acceptaient comme j'étais. Puis, tu sais, fait mais des fois, le sentiment d'imposteur, parce que des fois, je me retrouvais dans un groupe qui consomme, mettons, au bar ou après le bar, tu suis pour continuer ta soirée pendant comme 4 jours. Là. Puis avec ces gens-là, quand je consommais, ben, je me sentais comme un imposteur parce que, mettons, j'étais en train de faire mon doctorat. Puis quand j'étais avec le monde du doctorat, mais je me sentais comme un imposteur parce que les autres, ils me rejetaient parce que je faisais peur. Tu sais, fait que d'un côté ou de l'autre, je me sentais comme un imposteur. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, il fallait que je fasse un choix, tu sais, puis en tout cas, que je mise tout là-dessus pour une seconde fois, là, puis ouais. Super. Prochaine question. As-tu fait ton mémoire ou thèse sur la consommation et avec quel genre d'approche travailles-tu avec ta clientèle? TCC, psychodynamique ou autre? Oui, moi, j'ai fait ma recherche sur la consommation de cannabis chez les adolescents selon leur âge puis leur sexe avec 982 adolescents du Saguenay. Donc, elle est disponible sur Internet, sur Google, depuis une semaine. Sinon, ça peut servir d'excellent somnifère. Vraiment. Mais bref, ouais, fait que je l'ai fait là-dessus. Puis, par rapport à mon approche, moi, j'ai une approche qui est court terme. Moi, j'aime ça quand c'est dynamique. Il y a certaines personnes que je prends long terme, mais je veux dire, d'avance avec un PAE, c'est 5 rencontres. Puis des fois, je garde les gens plus longtemps au privé. Mon approche, principalement, c'est psychodynamique puis existentielle, donc existentialiste. Tu sais, moi, comme que je dis, j'aime beaucoup la philosophie, donc je travaille avec les grandes angoisses, souvent de la vie, les angoisses qui sont l'angoisse de mort, l'angoisse de solitude, l'angoisse de liberté. Bref, je travaille avec ça toujours un peu en fond. Puis sinon, c'est psychodynamique là, que je fais. Mais si la personne elle a absolument besoin de TCC, tu sais, je vais le faire. Hein. Puis c'est ça. Par rapport à tout ce qui est existentiel, la thérapie existentialiste, je conseille vraiment ce livre-là qui est de Viktor Frankl. C'est vraiment un excellent livre d'un psychiatre. Dans le fond, ceux qui ne le connaissent pas, c'est un psychiatre qui était dans un camp de concentration en tant que psychiatre, mais comme détenu, mais il était psychiatre. Bref, quand il est sorti de là, ben, il avait comme pu tout analyser les prisonniers puis à savoir si c'est qui était en mesure de survivre ou pas. Il y avait comme plein de facteurs. Fait que c'est super intéressant. Moi, ça a été un livre sur lequel j'ai fait un travail au doctorat parce que c'est vraiment quelque chose qui peut aider pour les personnes suicidaires qui ont des dépendances, tout ça, parce que dans le fond, c'est des problèmes existentiels où est-ce que la personne, dans le fond, elle cherche un sens à sa vie, ben, elle n'y arrive pas. Donc, c'est un petit livre qui est vraiment... qui peut vraiment changer beaucoup de choses. Donc, voilà, c'est un peu un livre, dans le fond, qui supporte là, mon approche existentialiste. Qui serait la logothérapie? Oui, c'est ça, c'est découvrir un sens à sa vie avec la logothérapie. C'est Viktor Frankl. Là, la plupart des gens le connaissent ou voient des citations sur Internet. C'est un psychiatre très, très, très reconnu. Qui a passé à travers les camps de concentration, puis que lui en a fait finalement une théorie, tu sais, il a fait de cette souffrance-là un tremplin, une théorie complète, puis c'est ça, moi je trouve ça vraiment un excellent livre. Cool. On a Luc qui demande, est-ce que vous êtes stigmatisé dans les milieux universitaires? Ben, je l'ai été, puis jusqu'en avril 2019, où est-ce que mon premier article a paru, puis que là, les gens, mais même, tu sais, c'est comme, même la secrétaire, quand je suis partie de l'université, elle m'a même pas dit bonjour, tu sais, c'était comme si, bref, ça passait pas mon affaire. Puis, moi, je pensais que parce que je n'étais pas correcte.
Mais finalement, c'est que c'est juste que moi, je suis comme un peu différente des autres psys, tu sais, des psys plus conventionnels. Tu sais, c'est correct, je pense que ça prend des psys pour tout le monde. Puis je pense qu'aujourd'hui, je suis persuadée que j'ai ma place. Tu sais, le syndrome de l'imposteur, je ne l'ai plus. Puis, tu sais, là, dernièrement, j'ai remporté le prix de Force à venir, tu sais, personnalité persévérante. J'étais la seule, c'est toutes les universités du Québec, tu sais, qui participent. Puis, j'étais la seule représentante de l'université où je suis allée. Puis, j'ai remporté le prix, tu sais. Fait que pour moi, c'est comme, principalement, je suis comme contente parce que là, je peux leur dire d'une façon symbolique que je l'avais ma place finalement, tu sais. Cool, je pense que ça a répondu à la question. Marie précisait sa question plus tôt. Si on avait diagnostiqué ton TOC plus tôt, est-ce que ça t'aurait aidé à réduire ou arrêter ta consommation excessive? Ben, probablement, là. Probablement, peut-être. Je sais pas, mais je n'étais peut-être pas rendue là non plus. Tu sais. Tu sais, il y a eu comme la consommation en arrêtant, ça m'a permis de voir qu'il y avait un toc en arrière de ça. Puis en arrière du toc, ben, ça m'a permis de voir qu'il y a autre chose. Puis, tu sais, tout le temps comme de plus en plus profond, finalement, pour arriver à un moment donné à être vraiment qui qu'on est supposé être. Mais moi, peut-être ça aurait changé, mais peut-être que pas non plus. On peut pas savoir. Mhm. Parce que tantôt, tu disais aussi que les rechutes, c'était lié beaucoup aux obsessions. Donc, j'imagine que c'est pour ça qu'on se questionnait par rapport à ça. Mhm. Mhm. Ouais, ben oui, c'est correct parce que j'ai déjà pensé aussi, mais je pense que pour arriver au parcours que j'ai fait, il faut avoir un côté obsessionnel à quelque part, là, parce que c'est euh, c'est pas standard. Là. Fait que c'est peut-être ce côté-là qui m'a aidé, là. Ouais. Qui t'aurait aidé comme pendant tes études aussi, j'imagine que tu peux dire. Ouais, ouais, c'est ça, tu sais, à pas lâcher le morceau, là. Mhm. Ben, c'est ça, tu sais, ça me faisait penser, souvent on entend les obsessions, on peut pas s'en défaire, ça nous suit toute notre vie, mais j'imagine qu'il y a une manière, tu sais, d'avoir des obsessions qui vont être nuisibles ou des obsessions qui vont justement t'amener à être concentré, focus, puis... Ah oui. Ah oui. Ça, je veux dire, c'est juste un jargon que l'humain a inventé, là. Mais je Mhm. veux dire, oui, il y a manière d'utiliser ça de façon avantageuse, c'est certain. Mais quand on stigmate les gens ou qu'on colle des étiquettes en disant tout est de même puis reste assis, ben, ça ne l'aidera pas vraiment à développer ça, là, tu sais. Mhm. Là, il y a Ouais. quand même une assez longue question. Je ne sais pas si tu préférais la lire. Des fois, c'est plus Ouais, ouais, ouais. facile. De Paul Bourbonnais. Que dirais-tu à une ado de 14 ans qui exprime son besoin de rébellion, de sortir du droit chemin, qu'elle sait qu'elle va mener vers une bonne vie? C'est normal de vouloir une liberté de prendre des décisions, mais quand il faut être prête à assumer les conséquences, ben, comme que je disais un peu tantôt, l'adolescence, c'est principalement ça, c'est le fait de se révolter contre l'autorité. Il ne faut pas que ça soit extrême non plus, mais c'est que la personne elle se détache de l'identité de ses parents pour faire ses propres expériences. Puis après ça, ben, mieux se connaître. Ça, c'est l'adolescence, c'est la définition de l'adolescence. Faut quand même faire confiance à son ado parce que de toute façon, il va le faire. Il va le faire, mais il va le faire en cachette, puis c'est pire. Fait que c'est de garder souvent le lien de confiance. Puis oui, c'est vrai qu'à cet âge-là, ils n'ont pas toujours, ils n'ont pas conscience des conséquences de leur action. Comme que je disais tantôt, c'est à 25 ans que le cerveau finit de se développer. Puis c'est cette perception-là des conséquences qui peuvent vraiment arriver, ça arrive vers la fin du développement. Donc, ça peut arriver vers 16, 17, 18, jusqu'à 25 ans. Il y en a qui ne l'auront jamais. Donc, oui, il y a une part de vérité là-dedans, mais si elle a comme un repère où est-ce qu'elle se sent en sécurité, elle va revenir, même si elle va se confier, tu sais. Puis c'est là que le lien est gardé.
Là, c'est ça, pour faire ça, cette question-là, la personne se demande si c'est assez de lui faire confiance, mais oui, je veux dire, c'est dans le rôle de parent, c'est extrêmement insécurisant. Là. Ça c'est normal. Puis l'important, je pense, c'est de ne pas projeter ses propres peurs sur l'enfant, puis d'apprendre à lui faire confiance en lui donnant les outils nécessaires, les personnes, les ressources nécessaires pour qu'elle aille chercher de l'aide. Parce qu'habituellement, les ados ne vont pas vers leurs parents, puis c'est normal. Parce que c'est la période où est-ce qu'ils se détachent des valeurs un peu des parents pour se créer leur propre identité. Donc, mais tant qu'un parent tente d'avoir le contrôle sur son enfant, plus qu'il va le perdre. T'sais. Donc, c'est comme un piège, là, mais c'est sûr que c'est compliqué. Hein? L'adolescence, les relations, le rôle de parent, tout ça, c'est extrêmement compliqué, puis c'est normal de ressentir ça. Bref, ça fait partie de la vie, puis les choses ne sont pas parfaites, surtout pas à l'adolescence. En passant, mon adolescence, je l'ai fini à 30 ans, donc je m'y connais quand même pas pire.